Hein, c'est la mi-temps peut-être. C'est la mi-temps, donc j'espère qu'ils vont se droguer un petit peu pendant la pause. Ça va redémarrer sur des bonnes... Est-ce qu'on a besoin de notre spécialiste? Non, ça va? C'est bon là? Oui, c'est bon. Eh bien, c'est parti. Antonella Barucci pour ces 2 missions extraordinaires. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc là, on va reparler de l'importance des astéroïdes. Je voudrais juste vous dire quelques mots. Donc, on résume les risques. Vous avez entendu beaucoup parler du risque. Je vous ai mis un film complètement différent des autres, mais toujours pour le petit astéroïde qui est tombé à Tcheliabinsk. Et vous voyez qu'il y a eu quand même des blessés, même si c'est rien de grave. Mais ce type d'événements, il y en a tout le temps. Et il ne faut pas oublier aussi l'effet des dinosaures. L'histoire des dinosaures, quand ils sont disparus il y a 65 millions d'années, c'est à cause d'un astéroïde. Donc les risques existent et c'est très important. Mais ce que je vais vous parler, c'est vraiment de la science. Donc l'importance des astéroïdes pour l'origine du système solaire, l'origine de la vie, mais il y a aussi des autres objectifs, et la NASA, l'agence spatiale américaine, il a des objectifs qui sont aussi les ressources. Il voudrait utiliser les astéroïdes comme ressources pour des minéraux précieux, mais aussi comme point pour aller dans l'exploration du système solaire. Donc utiliser par exemple l'eau ou des autres éléments, et donc utiliser un peu comme des stations d'essence dans les voyages dans les systèmes solaires. Donc là aussi, le Luxembourg, il est en train de vraiment s'investir beaucoup sur ce type de travail. Donc, comprendre les origines. Pourquoi? Comme vous avez entendu parler par Brigitte, les astéroïdes sont vraiment les planétésimaux qui ont formé notre système solaire. Donc, quand on pense au disque de matière formé des poussières, des gaz, cette poussière, il a eu beaucoup de collisions et il a commencé à sécréter ensemble pour former des planétésimaux de quelques centimètres, millimètres, mètres, et petit à petit plus grands, donc des embryons planétaires, et après les planètes. Donc les astéroïdes sont tous les objets qui ne sont pas arrivés à former une planète, entre Mars et Jupiter, parce que Jupiter et Mars étaient beaucoup plus gros, formés avant, et donc ils ne sont pas arrivés à se former. Donc ils sont très importants pour comprendre l'origine de notre système solaire. Et c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier. Donc vous avez vu la diversité de cet objet. Là, vous avez aussi une image de la comète Churyumov. Donc tout ça, c'est à une échelle. Il y a tous les astéroïdes visités par des sondes spatiales, les comètes. Là, la comète Churyumov-Gerasimenko, c'est pas à une échelle, mais juste pour vous montrer la différence de ces objets. Chacun, il a ses propriétés, c'est différent l'un de l'autre, et tous sont très importants. Mais quand on parle des objets très importants, il faut les étudier tous dans les détails, parce que c'est un peu comme étudier la population des humains. Chacun, c'est différent. En couleur des cheveux, en DNA, par caractéristiques des races différentes. Mais chacun, ça nous porte des informations sur les origines. Toute cette population, ils sont formés quand même dans les mêmes origines, et donc c'est la même chose. Étudier ces objets, ça nous porte à vraiment étudier l'origine de notre système solaire. Et donc là, pour faire ça, il y a 2 missions. Donc la mission Hayabusa 2 de la JAXA. La JAXA, c'est l'agence spatiale japonaise. Et la mission Osiris-Rex de la NASA. La NASA, c'est l'agence spatiale américaine, qui sont en train d'aller vers des objets les plus primitifs du système solaire. Celles pour lesquelles les météorites, on a des météorites, mais ils sont très faibles. On sait que la population des astéroïdes de type C, primitifs, sont presque 50% de la population. Par contre, les météorites, c'est seulement les 5%, sont des météorites fragiles qu'on n'arrive pas à trouver sur Terre. Et des fois, quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils sont altérés, et aussi l'impact, on peut trouver des altérations, donc ils ne sont pas vraiment tout représentatifs des objets qui sont dans le ciel. Donc c'est très important d'avoir du matériel pristine, primitif sur Terre, et utiliser les instruments très puissants qu'on a sur Terre, comme les synchrotons, ou des instruments très lourds qu'on ne peut pas envoyer dans l'espace. Donc ça, c'est l'importance des missions des sans retour. Et donc là, on a sa mission qui était Hayabusa 2 qui était lancée en décembre 2014. Et là, on est autour de l'objet Ryugu. Et je vous ai montré les premières images. Vous parlez un petit peu trop près, ça fait des... Oui, là, je vais essayer de cibler. Donc, Osiris-Rex, c'est vers l'astéroïde Bennu, qui était lancé en 2016. Et donc, il va arriver à l'astéroïde
vers le mois d'octobre. Donc c'est vraiment une période les prochaines. À partir de là, de ces moments, on a les premières données. Jusqu'aux prochains 2 ans, on va avoir plein de données de ces 2 objets, jusqu'au moment qu'on aura du sample retour sur Terre, 2020 pour Hayabusa 2 et 2023 pour la mission Osiris-Rex. Donc Ryugu, c'est un objet qui fait à peu près 900 mètres de diamètre. Il a cette réflexion, capacité de réflexion, l'albédo qu'on a parlé tout à l'heure, Sonia, du 44%. Ça veut dire que 0, c'est du carbone noir, 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 pas de réflexion. 1, c'est les miroirs, la neige, donc la réflexion totale. Hein. Donc ce sont des objets très sombres. Et ça, c'est l'orbite donc, de l'objet. Par rapport à l'orbite de la Terre, ils font partie toujours des objets géocroiseurs. Et ça, c'est un modèle qui était fait avant la sonde, avec les données qu'on a, avec les télescopes depuis le sol, depuis la Terre. Et là, je vais vous montrer les premières données. Donc là, si vous voyez, c'est l'orbite de l'objet avec des étoiles et l'objet qui bouge. Donc on est très bien. Là, ce sont des images du mois de mai. On commence à individuer l'objet. On s'approche de plus en plus. Donc là, vous avez l'objet le 10 juin. Donc on commence à voir des petites, un peu plus de résolution. Et là, c'est les 13. On commence vraiment à voir la forme. Donc c'est avec une exposition qui c'est tout petit, hein, de 0,09 secondes. Donc on commence à voir les images. Et donc là, je vous ai mis les petits films qu'on a pris les 14 juin, donc il n'y a pas très longtemps, et on voit cette forme très irrégulière, plutôt sphérique, mais avec beaucoup déjà des variations sur la surface. Donc cette image était prise les 14 juin quand on était à une distance de 650 km de l'objet. Et donc là, il faisait jusqu'aux 13 pixels. Les pixels, c'est la résolution de la caméra. Et donc les diamètres, à peu près 900 mètres, c'était 13 pixels. Et là, on va voir les nouvelles images. De plus en plus, on s'approche. Donc c'était à partir du 18 juin jusqu'à la dernière là, que vous voyez, c'est le 20 juin. Et alors, quand on parlait des couleurs, c'est vraiment les couleurs vraies de l'objet lui-même. Donc, la caméra, il a différents filtres et on fait des compositions des filtres pour avoir l'image. Et donc là, ça vous donne la comparaison du couleur de l'objet par rapport aux couleurs de la Terre, comme si c'était de la même, avec les mêmes techniques. Donc, cette image était prise par la même caméra. Donc, bien sûr, la Terre, il fait 13 000 km et l'objet, il fait même pas 1 km. Mais juste pour vous donner une idée de la différence des couleurs. Donc là, on est à 40 km de distance. Et donc, vous voyez cet objet qu'il a une forme sphérique, mais on appelle top shape avec, si vous voyez là, une espèce des montagnes, des bridges en anglais, où tous les matériaux, ça semble descendre. Donc c'est un modèle d'objet qu'on s'attendait de trouver depuis la Terre, et avec les modèles qu'on a fait, et cette forme, ça semble que c'est dû à l'effet thermique. Hein. Donc en réalité, comment on arrive à former ce type d'objet? Les soleils réchauffe la surface, donc accélère la rotation de ces objets et donc peut changer avec l'accélération les matériaux qui sont les régolithes, la poussière qui est sous la surface de ces objets, ça descend vers l'équateur. Donc là, vous avez la vision polaire, là, vous avez la vision équatoriale. Donc, vous voyez, les blancs, c'est celle qui a les matériaux plus frais, qui n'étaient pas sous la surface. Et là, c'est l'équateur, où toute la poussière, il descend vers l'équateur. Donc, ça peut aussi créer des objets binaires, ou pas. Mais c'est ce qu'on appelle donc dû à l'effet de York. Et si vous voyez cette forme, c'est exactement la forme de cet objet-là. Donc là, c'est la dernière image qu'on vient de la voir, c'est le 27 juin. Donc il y a jusqu'aux 2 jours, quand on était à 20 km de distance de l'objet. Donc de plus en plus, on va s'approcher. Et le 5 juillet, on va être à 5 km, donc on va voir beaucoup plus de détails. Alors c'est un objet qui a une rotation autour de son axe de 7,6 heures. 36 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas si rapide. Mais probablement, il y a eu une collision qui a ralenti sa rotation autour de l'axe de rotation.
Alors, quelque chose que aussi c'est très étonnant, on a les bridges ici, on a cette forme typique qu'en était les Fedaya, mais aussi beaucoup de cratères. Donc il y a eu une cratérisation des impacts après la formation. Et si vous voyez là aussi, il y a des grands cratères aussi ici. Et après, on a aussi beaucoup des cailloux sous la surface, des cailloux qui sont aussi assez grands. Et donc, il y a cette agrégation probablement après une collision ou après des autres collisions. Donc, on commence vraiment à analyser les données, essayer de comprendre donc comment ces objets se sont formés. Et après, plus en détail, comprendre vraiment la composition avec les spectromètres et avec l'analyse des échantillons qu'on ramenait sur Terre. Alors, cette mission, il y a aussi un petit lander qui s'appelle Mascotte, qui était fait par les Allemands et les Français. Donc, les CNES a participé, l'agence française, l'agence spatiale française CNES a participé à cette Mascotte. Et Mascotte, c'est un héritage des landers Philae qui étaient sous la mission Rosetta. Donc, Philae, c'était un grand lander. Là, c'est un lander qui fait seulement 10 kg, tout petit, miniaturisé, et qui aura une vie très courte sur la surface de l'astéroïde. Donc là, je voudrais vous montrer un petit film. Alors, qui est pour vous montrer. Donc, la sonde, il va s'approcher à la surface. Il va voir plusieurs prélèvements du matériel. Donc, il va voir 3 fois des prélèvements de matériel avec cette technique qu'on appelle touch and go. Ça veut dire qu'on s'approche pour quelques secondes et on répare tout de suite. Là, c'est un petit marqueur pour donner la direction qu'on a choisi avec toutes les analyses en orbite et choisir les sites d'atterrissage. Et donc, vous voyez, c'est quelques secondes. On atterrit sur l'astéroïde, on prend du matériel et on les ramène dans l'espace. Comme pour la première sonde à Hayabusa. Hein. Comme avec la même technique. La différence, c'est qu'il y a un petit projectile aussi, en plus. Donc, c'est un projectile en cuivre avec une collision de 2 km par seconde. Donc, si vous voyez, il va faire un impact sur la surface. Donc, dès qu'on a déclenché les projectiles, la sonde, il va se cacher derrière, comme vous voyez là, pour se protéger dans les cas de la poussière. Et une fois qu'il y a l'impact, la sonde y revient, il essaie de venir vraiment sur les mêmes zones de l'impact et essayer de prélever du matériel dans les cratères où il y a eu l'impact, donc pour prendre du matériel qui est plus en profondeur. Donc c'est la même sonde de la mission Hayabusa qui est allée à l'astéroïde Itokawa, mais avec des améliorations, parce que la sonde il avait eu quand même pas mal de problèmes. Donc, il y aura 3 atterrissages avec 3 fois la prise des échantillons et il y aura 4 landers, 3 petites Minerva japonais qui font la taille des allumettes, vraiment quelques centimètres, plus les landers que je vous ai montré tout à l'heure, à peu près des 10 kilos. Donc, juste pour vous donner l'échelle des temps, là, on est en train de caractériser l'objet, mais très rapidement, il faut décider pour l'envoi des mascottes le mois d'octobre, les 2 échantillonnages tout de suite, avant la fin de l'année. Début de l'année prochaine, on va encore avoir les 3e sites des prises d'échantillons avec l'impact, et il va quitter l'astéroïde à fin d'année pour repartir sur Terre et arriver en décembre 2020. Donc jusqu'avec quelques grammes. Quelle est la gravité sur... Alors, ça doit être très très faible. Est très faible. La difficulté, parce qu'il y a des gros cailloux, c'est pour ça c'est bien. Ouais. La difficulté, comme dans le cas de la comète Churyumov-Gerasimenko, la gravité sont très faibles, c'est presque nul. Et en réalité, par exemple, aux premières tentatives avec la mission Hayabusa 1, les petits landers Minerva, ils ne sont pas arrivés sur la surface, ils sont restés en orbite dans l'espace parce que la gravité est très faible. Donc ça, la difficulté d'atterrir et prendre des échantillons. Et donc pour ça, aussi les landers, on essaiera de les poser vraiment en allant avec la sonde très très proche pour les poser délicatement sur la surface. Donc naturellement, le lander, il va vivre quelques heures, hein, pas plus qu'une dizaine d'heures, sur la surface de l'objet. Donc, ça, c'était la mission Hayabusa 2 japonais, de la JAXA. Là, je vais vous dire quelques mots sur la mission Osiris-Rex de la NASA.
Donc, comme vous voyez là, là c'est les spacecraft, il y a les différents instruments, donc il y a les caméras, il y a les spectromètres à l'infrarouge, un instrument qui s'appelle Osiris-Rex, c'était dans les thermiques, il y a des instruments qui sont des expériences faites par les étudiants, là c'est l'antenne, et ça c'est la petite rentrée capsule, la capsule de retour des échantillons sur Terre. Et ça c'était dans les tests en laboratoire avant qu'ils soient lancés dans l'espace. Donc la sonde Osiris-Rex va vers l'astéroïde Bennu. L'astéroïde Bennu, vous avez l'orbite ici, ils font partie toujours des objets géocroiseurs. C'est beaucoup plus facile d'aller vers des objets géocroiseurs plutôt qu'aller plus loin, dans la ceinture principale, parce qu'ils sont plus proches de la Terre. Mais on met quand même plusieurs années pour y arriver. Et les caractéristiques sont, comme vous voyez, ça c'est une image prise à Arecibo avec un radiotélescope. Donc c'est une image radar. Et là, c'est un modèle qui a été fait depuis l'image radar. Et comme vous voyez, le modèle est très semblable à l'objet Ryugu qu'on a vu dans les images. Hein. Mais on verra en réalité quelle sera la réalité. L'objet, il est un peu plus petit. La composition, c'est toujours primitive, mais des types spectrales légèrement différents. Et comme vous voyez, l'albédo aussi, c'est très bas, très sombre, très primitive. Et donc, avec une densité aussi très petite. Donc, les mécanismes des récoltes des échantillons, c'est complètement différent. Donc là, ça s'appelle TAG. Et vous voyez ici, c'est schématisé. Il y a de l'azote. Donc, une fois qu'on fait les touch and go, donc vraiment toujours en quelques secondes, parce que la sonde ne peut pas se poser sur l'astéroïde, c'est vraiment quelques secondes, il y a une injection d'azote pour faire bouger les régolithes et ramasser tous les matériaux les plus possibles. Donc avec tous les tests en laboratoire, faits à zéro gravité, etc., ils ont vu qu'il peut détecter entre 60 grammes et 200 grammes. Donc vraiment une quantité beaucoup plus grande, mais il peut faire seulement une prise des échantillons. C'est pas comme l'autre sonde qui va faire 3 prises des échantillons. Donc là, il y a des petites films qui vous montrent comment on arrive à mettre, une fois qu'on a pris les échantillons, dans la capsule de retour. Donc vous voyez, il y a un bras, on met tous les échantillons là-dedans, on les met dans la capsule, on les referme la capsule pour essayer vraiment d'isoler et après ramener donc les échantillons sur Terre et ils retourneront sur Terre le mois de septembre 2023. Donc vous voyez, à un certain moment, dès que la sonde s'approche sur Terre, pour ça il faut attendre 2023 parce qu'il faut que la sonde revienne tout près de la Terre, on délivre la capsule et normalement on choisit toujours des déserts amis comme l'Australie pour ramasser après les échantillons sur Terre. Donc les calendriers c'est un peu plus long. Donc là, on est en train d'arriver à l'astéroïde, on arrivera le mois d'octobre prochain, on va voir plus qu'une année et demie d'analyse avec tous les différents instruments, et après on fait les échantillonnages, on prend les échantillons sous la surface, et on part à la fin des années 2020 pour arriver jusqu'en 2023 sur Terre. Et on commencera toute l'analyse en laboratoire de la matière primitive, pristine de notre système solaire. Donc, juste pour conclure, je voudrais vous dire que les astéroïdes, on l'a considéré, on a parlé beaucoup des risques, des dangers, et donc il faut faire très attention, il faut les connaître, il faut connaître tous les objets, mais les astéroïdes sont aussi considérés des amis, parce qu'ils sont celles qu'on pense qui ont porté la vie sur Terre. Donc c'est ça quelque chose de très important. Et donc il y a eu une période où il y a eu beaucoup de collisions, jusqu'à un moment qu'on appelle, ce qu'on appelle en anglais Late Heavy Bombardment, qu'il y a venu plus ou moins 3,9 milliards d'années. Donc c'était les bombardements massifs des collisions. Et à ces moments-là, jusqu'après cette période de bombardement intense, des collisions très intensives, qu'on a eu les premiers signes de vie sur Terre. Et donc, on a associé cette période à l'effet qu'ils soient vraiment ces objets qui ont apporté la vie sur Terre. Et donc, comme je voudrais vous montrer avec ces derniers petits films, c'est que les astéroïdes, avec leur collision, ils ont apporté les matériaux primitifs importants comme l'eau, des molécules organiques
et les molécules importantes pour l'origine de la vie. Donc, ce qu'on appelle les molécules prébiotiques. Et donc, on ne sait pas si ce sont les astéroïdes ou les comètes. Il y a beaucoup de discussions, on essaie d'analyser. De toute façon, ce n'est pas important, mais c'est cet objet primitif qui ont vraiment apporté cette matériau important pour l'origine de la vie. Et donc, il faut l'étudier en détail pour vraiment rentrer dans la caractérisation. Et donc, je vous remercie beaucoup. Je m'arrête ici.